Très bien, nous revenons donc en studio. Jacques, avec vous, on repart avec vous. C'est la même crise. Nos compatriotes ici et ailleurs continuent de se plaindre sur la question du passeport. Aujourd'hui, on en serait à une rupture de carnet pour le fameux sésame. Oui, je crois que c'est quand même la répétition. Parfois, quand vous voyez vous pensez voir le bout du tunnel, après vous replongez encore. La crise des carnets qui n'a pas été résolue à un moment donné, parce que lorsqu'on est passé du vert un peu clair au vert foncé, la crise a commencé à se faire sentir, parce que je ne sais pas le problème qui s'était posé avec le vert clair, mais la crise même avec le CNRD, il y en a eu suffisamment. La solution n'est pas venue. Disons, on a pu avoir eu un lot et ça s'est épuisé, sauf que je crois qu'on n'est pas dans des prévisions. Vous savez, les gens, ils demandent toujours des passeports, que ce soit ici ou à l'étranger. Surtout nos compatriotes qui sont à l'étranger, ils affluent parfois devant les ambassades pour se faire inscrire. Et puis, déjà, les procédures sont longues. Maintenant, si la crise des carnets vient s'ajouter à ce qui était déjà comme un problème, il faut bien dire que beaucoup vont souffrir de là où ils sont. Bon, nous qui sommes au pays, vous pouvez avoir vos difficultés, mais on ne vous posera pas de problème parce que vous êtes à l'intérieur. En effet. Je crois qu'au niveau de la DCPAF, il va falloir agir à temps. Parce qu'on ne peut pas me dire que... C'est pas au niveau de la DCPAF, hein. Non, je sais que c'est un privé qui gère. C'est au niveau du département, au niveau du trésor, oui, et ce privé. Oui, c'est un privé qui gère, mais c'est sous la coupole de l'État. Je me dis que on voit quand même ces carnets-là descendre. On voit la quantité descendre. On doit savoir que d'ici telle date, avec les demandes, que ça peut finir. Vous ne pouvez pas attendre que ça finisse complètement avant de pouvoir le faire. Je crois que ça arrivé. Le problème, il est entier. Même avec les cas d'identité, lorsqu'on nous donnait nos papiers d'identité, là, rouges, là, souvent vous allez dans les commissariats, vous faites toutes les formalités. On vous dit, bon, le carnet, le papier rouge, là, est fini. Pourtant, on sait qu'il y a des demandes, il y a une population forte. Il va falloir faire des prévisions, des projections. Des prévisions. La question de prévision. Oui, des prévisions à faire. Mais Roby, la question que je pose, c'est Iris qui s'en occupe. Je pose la question, est-ce que finalement, est-ce que Iris n'est pas trop fort dans le cadre de cette convention-là? La raison est bien simple. Le ministre Bachir est venu à l'époque, il a sorti du biceps, mais ça n'a pas marché. Il s'est très vite assagi par la suite. Il y a eu ce que je sais ce que j'ai comme information autour de ces passeports, c'est qu'à l'époque, le bras de fer entre le ministre Bachir et Iris était intervenu à un niveau où le ministre voulait changer d'opérateur. Mais je pense que... Non, mais la convention était telle que ça lui est revenu à la figure. Exactement, c'était béton. C'était béton et c'était bien signé. Jusqu'à date, ce que je sais, c'est que la société Iris respecte le stock de passeports qui est prévisionnel ou qui est en prévision. Vous savez, la crise profite généralement au système, au ministère de la Sécurité. Moi, j'ai l'information selon laquelle les passeports existe bel et bien. Le stock existe. La crise, elle est expressément créée pour monter les enchères. Elle est artificielle. Elle est artificielle pour monter les enchères. Cette crise n'a pas commencé maintenant. Cette crise a commencé lorsque nous avons quitté le passeport à combien de pages là? Je sais pas, il y avait... C'était 32, non? 32 pages à plus de pages. Non, d'années. De 5 ans. À 10. De 5 ans à 10. De 5 ans à 10. De 5 ans à 10. C'est là où cette histoire de crise de passeport réellement a commencé. Parce que le stock de 10 ans qui était venu et qui était vraiment le sésame que tout le monde voulait avoir et qui avait attiré l'attention du DCPAF et du ministre, ce stock avait été mis à côté. Ce stock avait été expressement mis à côté. Pour les bien-nés. Pour les bien-nés. Et une crise du carnet des 10 ans a commencé à ce niveau-là. Mais on voyait quand même que certains privilégiés ou certains bien introduits ou certains qui en avaient plein la poche arrivaient à avoir les carnets de 10 ans. Donc les gens ne comprenaient pas. On nous dit qu'il n'y en a pas, mais quand tu viens, tu payes un certain nombre, une certaine somme, tu as ton carnet. Et donc je pense que c'est
Je ne sais pas ce que tu dis. Je pense que c'est un business très bien entretenu parce que je ne peux pas imaginer qu'il y ait une crise de carnet de passeport. Ça, je ne peux pas l'imaginer. Et bon, les dernières informations me disent tout à l'heure que les carnets existent bel et bien et la crise est entretenue. Et ce n'est pas la faute de Iris, c'est bien au ministère de la Sécurité. Les grandes gueules. Si vous payez, vous avez le passeport. Et je ne sais pas si vous avez les mêmes informations. Payer comment? Payer un peu plus. Les backcheats. Moussaïro, bonjour. Les backcheats. Enfin, bonjour à tout le monde. Les backcheats. Finalement, je n'ai pas pu dire bonjour à cause du coup de gueule de Mohamed Ali. Vous savez, j'ai appris. Roby. Non, vous savez ce qu'on vous dit généralement quand vous avez, non, permet, quand vous avez quelqu'un à qui vous voulez faire un passeport, un parent ou pas, moi ça m'est arrivé récemment, on dit, je vais te donner le numéro de tel, il va rencontrer tel et tel va faire le passeport pour toi. Okay. Ça veut dire que ça existe. C'est une longue chaîne. Hein. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez la même info. Moi, j'ai eu des témoignages comme ça. J'ai demandé des preuves et on m'a toujours dit, mais tu sais, ce type de choses, il n'y a pas de preuves, où l'on est obligé de payer 4 à 5 000 $, 4 à 5 000 € parfois pour avoir son passeport. C'est incroyable. Ouais. Mais en fait, je me dis que, vous savez, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Et en Guinée, généralement, tout le monde mouille, tout le monde est là-dedans parce que c'est comme les histoires de parcelles. Les grandes gueules. Quelqu'un qui a un petit salaire de 2-3 millions ne pourra jamais acheter un terrain en Guinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des multimilliardaires qui peuvent venir, vous faites une offre, il la multiplie par 10. Il la multiplie par 10. C'est de la folie. Et c'est ce qui se passe même là-bas. Le terrain vierge à Conakry est parfois plus cher qu'un appartement à New York. Justement parce que vous avez des gens qui ont de l'argent et qui ont la facilité de le dilapider. Et je ne sais pas comment ils le gagnent, mais en tout cas, ils sont prêts à offrir pour obtenir quelque chose. Pour obtenir quelque chose, ils sont prêts à le blanchir si c'est effectivement le cas. Mais en fait, ce que je voudrais dire, hier, je parlais avec une amie qui a son garçon qui est venu, qui voulait lui-même aller chercher son passeport. Il n'a pas voulu que sa maman intervienne pour appeler un tel ou un tel autre. Le petit, il est venu lui-même. Il est parti. Il a souffert des jours et des jours. Et il observait chaque fois qu'il revenait, il dit, mais maman, mais je n'en crois pas mes yeux. Des gens viennent me trouver là et puis... en fait, je pense que c'est le ministère, le département, il est interpellé. Je ne peux pas croire que des documents existent, des documents que des Guinéens peuvent recevoir, parce que tout le monde paye. Tu as dit qu'il y a des gens qui payent. Peut-être qu'il y a des gens qui payent plus. Mais il y a des gens qui payent à la hauteur de leurs moyens. Et normalement, c'est ce qui doit être payé. Il faudrait qu'on entende le ministère. En principe, c'est 500 000, 1 million. Qu'est-ce qui se passe réellement pour que des documents puissent exister et qu'on ne puisse pas les délivrer aux Guinéens qui sont nécessiteux? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent à l'extérieur, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Europe et tout, parfois qui ont besoin de documents, qui, à cause de ce document-là, peuvent perdre leur travail. C'est vrai que beaucoup de choses sont en train d'être faites ces derniers temps pour pouvoir alléger, mais même si on n'y est pas encore, on n'y est pas, mais je voudrais que le département donne une réponse. Qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe. Si le ministre Bachir réussissait à régler la question du passeport, même si on n'avait pas la sécurité, mais vous savez, je pense qu'il aurait réussi le plus gros défi de ce département. Vous savez que dans ce pays, vous pouvez venir avec 1000 volontés. Vous êtes pétri de talent, vous avez de la bonne volonté, mais vous avez un système qui est là, que si vous ne... En fait, à chaque fois que vous avez un levier, il y en a un autre qui active un autre levier pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs, je veux dire. Je voudrais qu'à un moment donné, c'est vrai qu'au début, vous avez constaté que le ministre, quand on l'invitait, il parlait, mais à un moment donné, il a décidé de ne plus prendre la parole. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce qu'il a compris que le système était si lourd et si profond que c'était quelquefois mieux de ne pas prendre la parole? Moi, c'est la question que je pose. Non, il est dessus de la presse. Moi, c'est la question que je pose. Il est dessus non, de il ne la doit presse. pas être dessus de la presse. Je pense que c'est ça. Comment? Je pense que c'est ça. Il ne supporte pas aussi trop l'épée. Bah, ça dépend. Moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai besoin d'une réponse et que j'appelle le ministre, le policier il répond, giflé. Il est ouvert. Je ne sais pas pour d'autres personnes. Je ne sais pas pour d'autres personnes. Mais ce que je voudrais dire, ce pays-là, pour atteindre des objectifs, il faut avoir la carapace très dure,
très dur pour aller au bout de ce qu'on veut faire. Parce que vous avez des gens, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous voulez des résultats, vous voulez marquer votre passage, eux ils ont des résultats, ils ont des objectifs, c'est se remplir les poches, c'est eux et leur famille et c'est ce qui compte. Et pour cela, ils sont prêts à mettre la Guinée en feu et à sang pour obtenir ce qu'ils veulent. Et quand c'est comme ça, parce qu'on l'a toujours dit, le problème de la Guinée, c'est l'élite, c'est ces cadres, les cadres du pays. Il y en a qui se disent, oui, on va créer la crise pour susciter tel ou tel autre problème. Est-ce que c'est cela? Et c'est là que normalement le département doit répondre. Il faut que le département prenne la parole. La crise qui profite au business, justement, Mohamed Mara. Je veux quand même vous dire que lorsqu'on dit parfois qu'il y a rupture de stock, c'est vrai. J'ai été témoin de ce cas. Les grandes gueules. En 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez encore, il y a eu une grosse crise l'année dernière. Il y avait ce moment, oui. Il y a eu une grosse crise, oui. C'était bien vrai. Mais là, Roby dit avoir appelé je crois que c'est le prestataire, quand on te dit qu'il y a rupture, il y a toujours un stop stratégique. Je suis d'accord. C'est là-dedans que les gens ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des gens, notamment les évacuations sanitaires sont prioritaires. Et il y a des cas d'État. Voilà, il y a des cas prioritaires. Mais il y a toujours un stock stratégique qui est gardé. Mais le stock grand public, effectivement, parfois s'épuise. C'est une réalité. Surtout, observez, surtout au sortir des vacances, généralement, parce qu'il y a du monde qui afflue à Conakry, généralement, pour demander les passeports. Et l'année dernière, moi, je me suis déplacé pour essayer d'en avoir le cœur net. Je suis allé voir, si vous vous souvenez, c'était le général, le commissaire, comment il s'appelle, qui est maintenant aux services spéciaux. Oui, Koné. Il m'a gentiment accueilli. On a passé près d'une heure et demie, 2 heures ensemble. Il avait pris le temps de m'expliquer. Et si vous vous souvenez, il est même parti en Malaisie. Ça a été livré par lot. Il est revenu avec un lot de 30 000 passeports parce que là, j'avais vraiment suivi. Effectivement, quand on dit parfois qu'il n'y a pas de passeport, c'est bien vrai, mais c'est au niveau des commandes. J'ai comme l'impression parfois que le rythme d'écoulement des passeports, soit il n'est pas bien maîtrisé ou que les commandes retardent. Mais parfois aussi, il y a des soucis aussi, parfois entre Iris et le fabricant de l'autre côté. Donc, mais ça ne veut pas dire que moi je trouve que la convention quand même qu'on a avec Iris, on peut encore la revoir. Mais pour moi, la solution à cette histoire ne viendrait pas tant que les passeports ne sont pas rendus disponibles dans les grandes ambassades guinéennes. Parce que la pression ici est telle que tout le monde ici va au même endroit. Et vous savez, quand la demande est forte, il y a forcément des attitudes qu'on va nourrir et qui ne sont pas très catholiques. Je pense qu'il faut faire en sorte. La dernière fois, le ministre des AE nous a assuré ici qu'il avait envoyé un certain nombre de passeports. Mais vous vous souvenez, c'est vrai qu'il y a eu ce petit effort, mais les demandes, on a eu les récépissés de certaines personnes ici dans ce studio qui dataient de plus d'1 an. Ils n'avaient toujours pas leur passeport. Je pense qu'il faut aujourd'hui faire vraiment comme n'importe quelle nation civilisée qui se respecte. Le Sénégal, même le petit Burkina ici qui est malmené là par les djihadistes, le Burkina, il te sert ça directement à l'ambassade, que les gens viennent s'enrôler tranquillement, qu'on fasse en sorte, le ministère de la Sécurité peut même, l'État peut même aujourd'hui avec ce département, choisir comment on appelle ça, des agents qui pourraient être affectés permanemment auprès des ambassades. Au lieu d'avoir des missions ponctuelles qui viennent, qui recensent, qui reviennent à Conakry et ça crée tous ces problèmes, pourquoi ne pas tout simplement peut-être envoyer des gens permanemment qui siègent auprès des ambassades. Les ambassades ont du personnel. Font le boulot. Les ambassades ont du personnel pour ça. Mais pour former. Mais derrière on sait que ça vient par des serveurs. Que ça soit fait et envoyé. Je vais terminer par ceci. C'est tout ça. Il n'y a pas que ça. Les substitutions d'empreintes, vous le savez, récemment, Iris aussi a des problèmes. Les policiers dont je vous avais parlé, c'est Iris qui a alerté l'État, qui a dit, nous constatons de plus en plus qu'il y a des substitutions. Et le problème, c'est qu'il y a des victimes. Mais parfois, ils m'ont révélé aussi qu'il y a des victimes qui sont complices malheureusement de cela. C'est les gens qui s'en vont. D'autres, généralement qui voyagent, qui après vont changer d'identité dans ces pays-là, et après qui reviennent ici, ils veulent qu'on change cela dans les passeports. Ils trouvent toujours des petits malins parfois pour les aider, et ça crée ensuite des problèmes et à eux, et aussi aux personnes dont on a utilisé les empreintes. Et c'est Iris qui avait pisté ces agents. Tu le sais, on avait arrêté un certain nombre d'agents. Il est resté entre 2 et 4 finalement. Mais on a découvert que c'était un vrai réseau. Seulement, je trouve dommage que le département ne communique pas sur ce fait
également. Très bien. Voilà. C'est un vieux savoir, la confection, la délivrance des passeports. On n'a pas besoin d'inventer. Absolument. Je questionne la volonté. La volonté. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on a intérêt à huiler ce processus-là? Je vais vous dire, sur l'échelle des priorités, vous avez les passeports qui sont vraiment prisés, parce que les Guinéens en ont besoin, et à l'intérieur et à l'extérieur. Vous avez les cartes d'identité. Les gens le prennent quand ils veulent, c'est-à-dire que si je veux une carte d'identité, parce que même les biométriques, normalement, ça devrait avoir la même ampleur de crise que les passeports, mais sauf que les cartes biométriques, vous pouvez les avoir. Vous allez chercher votre carte biométrique. On a déjà créé... Également, il y a des soucis. Oui, là-bas aussi, on a créé la crise en amont. Vous avez vu? Et non seulement on est arrivé à décentraliser cela, on a confié cela, je crois, aux communes, au commissariat pour le commissariat. Mais sinon, on ne peut pas me parler... Au commissariat et aux mairies, mais la technique est gérée par MGG. Oui, là, on a créé la crise aussi, au niveau de la banque qui encaisse les paiements pour la délivrance de l'extrait de naissance. C'est maintenant First Bank, c'est là-bas on paye maintenant. Ouais, non, je ne vais pas citer la banque, mais il y a une banque qui gère normalement l'encaissement des 160 000 qui vous permet d'obtenir l'extrait de naissance biométrique, etc. Très bien. Donc la crise a été créée déjà en amont. Techniquement, on a des défaillances pour permettre. Pourtant, ça existe. Vous pouvez l'avoir. Au niveau des passeports, c'est la même chose. Le stock existe bel et bien. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'il y ait une crise de stock, mais l'enrôlement continue. Allez-y, faites le tour. Les gens continuent chaque jour à s'enrôler parce qu'il n'y a pas de... Non, même pas les privilégiés. Quand tu viens pour l'enrôlement, pour le passeport, on t'enrôle. On ne te dit pas qu'il n'y a pas de Et on te fait tourner. On te fait tourner. Jusqu'à ce que tu sois enclin à vouloir payer. Et dès que tu payes, le processus se déclenche. Par magie, les passeports sont déjà venus. Très bien. C'est ça le truc. Jacques, donc le problème, c'est vraiment au ministère de la Sécurité et au DCPAF, je crois. Je pense qu'il faut plus d'organisation. Donc ça reste une question problématique, mon cher Jacques. La question du passeport, on y reste encore. Et les écrasements par le même temps continuent. Je reçois quand même des témoignages sur cette affaire. On nous disait on ne pouvait plus écraser. La question de la substitution d'empreintes, de changement d'identité, tout ça, on en sort comment finalement? Il va falloir qu'au niveau politique, il y ait une grande décision. Parce que c'est vrai, je comprends bien que Roby dise il y a des carnets qui existent, mais on entretient la crise. Avec les écrasements, c'est la même chose. On annonce qu'il y a la possibilité d'y arriver, mais à voir de près, vous allez bien comprendre que ceux qui tirent profit de toutes ces actions, de toutes ces manœuvres qui finalement concourent à entretenir la crise ici à l'interne et à l'étranger sont au ministère. Donc tant que la décision n'est pas prise de ce côté, il va y avoir toujours les mêmes problèmes. Il y a ces enfants-là qu'on a répertoriés qui sont quand même importants maintenant selon des informations, des enfants dont on a utilisé des empreintes par le passé et qui malheureusement ne peuvent plus faire des passeports en Guinée parce que tout simplement les gens malins donc ont pris leurs empreintes pour se faire des documents de voyage à des fins parfois inavouées. Je crois donc que tant qu'il n'y a pas de politique, de véritable décision politique, nous serons dans les mêmes difficultés. L'autre chose, l'État a quand même pris la décision de créer un office, l'Office national d'identification. Cet office a aujourd'hui du mal à travailler. Vous avez juste du personnel qui est là et pour peut-être des affaires courantes. Je me demande même ce que cette direction fait finalement. Mais on continue à donner davantage de contrats au privé pour gérer la carte d'identité, donc carte d'identité, extrait de naissance par MGG, les permis de conduire ailleurs, le passeport ailleurs. Donc tout ce qu'on fait est dispatché comme ça. Au-delà du problème que ça peut créer, c'est le fait que l'État
soit en train de se désengager, de fuir ses responsabilités. Vous pouvez peut-être faire appel à une expertise, mais que cela soit sous le contrôle de l'ONI. Je ne dis pas que je ne peux pas prévoir que ça va finir avec la crise. Est-ce que l'ONI a même commencé à tourner? Parce qu'il y avait une certaine sorte de blocage qui restait au niveau des arrêtés, je ne sais plus moi. L'ONI n'a pas commencé à fonctionner. Vous avez juste un directeur qui a été nommé, qui a quand même un peu de personnel sur place, mais plus rien. On vient au département comme ces fonctionnaires qui viennent voir les bureaux, après ils émargent. Les grandes gueules. Il n'y a pas de travail. Et l'essentiel du boulot est confié, n'est-ce pas, aux structures privées qui semblent échapper finalement au contrôle ou alors qui traitent avec certains cadres. Très bien. Il y a cette réaction, s'il te plaît, qui vient quand même appuyer les propos de Roby. C'est quelqu'un de l'intérieur qui nous dit « Hey, il y a suffisamment de stock, mon frère ». Bon, il n'a pas dit « Hey », mais bon, je sais que c'est ce qu'il voulait dire. Donc, il le dit. Et puis, il y a cette autre réaction. Il dit « Tamba, j'avoue que même si on regroupe les différents ministres de la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, cette pratique de délivrance de passeport ne s'arrêtera jamais chez nous. » Il dit « Je sais de quoi je parle. Certains policiers en vivent, leur salaire ne leur suffit pas. Même hier, j'étais dedans. » Il nous apporte voilà. Des grandes gueules. C'est ce que je suis en train de dire. Quand Jacques dit que jusqu'à présent, ça n'a pas commencé, cette structure qui a été créée pour l'identification n'a pas commencé à fonctionner, et pourquoi on continue à confier des contrats à des privés? L'Office national de l'identification. Oui, si vous checkez au fond, vous voyez les démarcheurs ou même les propriétaires de ces entreprises-là, ce sont des policiers, et les policiers majeurs, les policiers qui ont recruté les petits policiers aujourd'hui qui sont en train de gérer le département justement, parce qu'ils des petits policiers parce qu'ils leur sont redevables. Oui, c'est des petits policiers. Ceux qui ont été recrutés, enfin, je veux dire, les anciens policiers. Tout simplement. J'ai dit des petits policiers. Oh, je suis dans le péjoratif, s'il te plaît, toi aussi, quand même. Dis les policiers. Voilà. Ouais, je suis en train d'expliquer au fait que ces anciens-là, ces policiers qui parfois sont à la retraite ou qui ne le sont pas, qui sont toujours dans le système ou qui ont d'autres fonctions ailleurs, c'est eux qui ont participé à recruter les policiers qui sont en train de gérer aujourd'hui le département. Donc, ils leur sont redevables, et si nous partons sur ce cas, le fait est que ça va rester, ils vont leur rester redevables et ils vont leur accorder tout ce qu'ils sont en train de leur accorder. Donc, si vous voyez au fond ces contrats-là, où les démarcheurs pour ces contrats, pour ces entreprises privées, ce sont des gros policiers qui se trouvent à l'intérieur. Moi, j'ai le témoignage d'une amie qui en plus est une chanteuse avec une petite réputation, qui me dit ça fait plusieurs jours, elle va au département, enfin à Coléa à 4h du matin. Mais ce qu'elle remarque, c'est que quand les gens sont en rang, quand on vient, on demande, c'est toi qui as appelé tel, toi tu as telle connaissance à l'intérieur, et puis on les sélectionne comme ça pour l'enrôlement et tout. Elle s'est plaignée. Elle me demandait si je connaissais pas quelqu'un. J'ai dit, moi, je connais personne, malheureusement, de ce côté-là. Mais cette pratique non plus n'est pas admissible. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce département, quand même, c'est celui qui a connu le plus de ministres, surtout au temps d'Alpha Condé. On avait envoyé des policiers, on a envoyé des avocats, on a envoyé des militaires, mais aucun n'a réussi une réforme du côté du ministère de la Sécurité. Là-bas, il faut de l'intransigeance, de l'intégrité. Même cela, ça ne suffit pas. Beaucoup de détermination. C'est ce qu'il faut là-bas. Ça ne suffit pas. J'ai vu des ministres suffisamment... J'ai vu, par exemple, ce ministre. Non. On a même envoyé des ministres... Là-bas, la détermination du début ne doit pas faiblir. Hey. Et il faut avoir... Permets-moi, s'il te plaît. Même vous arrivez, vous faites un diagnostic. Vous allez voir comment, quand vous diagnostiquez le processus, vous identifiez le point de faiblesse. Oui, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. La détermination. C'est eux qui ont des intérêts. La détermination. Au départ, Bachir, il limogeait. Aujourd'hui, la détermination. Vous voyez ce qu'on lui a créé. Regarde, on a envoyé Maître Kabelé parce qu'il a réussi une réforme au ministère de la Défense. On a cru que ça allait marcher à la sécurité. Rien. On a envoyé le premier policier, le premier et plus vieux policier maintenant à la retraite, l'ancien ministre Diané, pour qu'il essaye de réussir quelque chose au département. Ça n'a pas marché. Mohamed Sissé qui est avocat, il est venu, ça n'a pas marché. Bachir qui est général, il est venu avec une grosse détermination. Je connais personne, je fais mon boulot, et puis tout le monde regarde à vous. Ça n'a pas fonctionné militairement. Exactement. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas plus rigoureux. C'est de la prestation de service. Absolument. C'est du service qu'on donne. Exactement. Et ça, il faut comprendre ce processus. Mais on a envoyé tout le monde en bas. Ça ne se gère pas militairement. On a même envoyé Damantan. C'est un manager qu'il faut là-bas. Est-ce que c'est pas un manager Damantan par exemple? C'est un entrepreneur qu'il faut là-bas. Damantan, c'est un manager ou pas? Je crois pour gérer ce processus. Damantan, c'est un bon manager. Vous le savez, Damantan. Il faut que tu comprennes. Mais on l'a envoyé, il n'a pas réussi. Damantan est très politique. Il faut que tu comprennes. Oui, c'est vrai.
Il faut pas perdre mais cet c'est un manager aspect-là. politique surtout. Ouais, mais il est devenu très politique. C'est un politique. C'est un manager à la base. Prenez un directeur général de banque performante, mettez-le là-bas, il va faire mieux. Wallah, il ne peut pas. Je suis sûr qu'il Je va vous faire dis, mieux. même si, je vais te dire quelque chose. Au niveau de la DCPAF, au moins. En fait, Je vais te le dire problème, quelque chose. Les grandes gueules. Amène le meilleur des ordinateurs, dépose dans ce département, il tombera en panne. C'est d'abord un je ne sais problème. pas si Tamba écoute-moi, comprend ce c'est que je d'abord suis un en train problème de lui expliquer, en fait. de mentalité. Mais je suis d'accord. C'est d'abord, on a pensé qu'en mettant beaucoup de gens à la retraite, qu'on aurait décapité ce serpent ancien. Ils se sont rendus compte, en fait, qu'il a régénéré. Parce qu'en fait, c'est un système. On a l'impression qu'il n'est même pas nourri du sommet vers la base, mais plutôt de la base vers le sommet. exactement. Ceux qui s'en vont prendre payent des rétrocommissions à ceux qui sont en haut. Et ça ne Et peut pas avec cesser. ça, C'est comme la vente de la compliqué. drogue. Le problème de ce département, vous savez, à un moment donné, moi j'ai dit que je n'étais même pas d'accord qu'en Guinée, on mette à part un ministère de la sécurité. Et je pense qu'il faut commencer par fusionner ça Avec l'administration du territoire. Ministère de... Attends, Awa. excuse-moi. On l'a Ce essayé. n'est pas parce que On l'a ce n'est pas essayé. parce que ton ami ministre se on l'a perd essayé. actuellement. Yero, excuse-moi. Yero, s'il te plaît. Yero, on a eu... Attends, Yero, tu as plus de recul que les autres. Ce département Tu as eu un Alcène Irénée Gomez. suffisamment complexe pour Yero. rajouter. Yero, attends. Mara. On a éclaté ce département quand ça fonctionnait mieux. On a éclaté quand avant? Quand tu dis que ça fonctionnait mieux, c'était quoi? Mara, Excuse-moi, j'ai plus de recul sur cette question que pour en toi. rajouter. Gomez a tenu ce département. Il y en a... Tu sais, si on ne s'écoute pas aussi, on ne se comprendra pas. Gomez a tenu ce département. Il y en a eu d'autres. Même M. Gouré Sekondé, hein, Oui, en effet. il a tenu ce département. Je te dis encore une fois que le problème, c'est que dans les autres départements, c'est du sommet vers la base. En Guinée, on parlait de petite corruption. Quelle est la perception, par exemple, des Guinéens sur la corruption? Tu as vu la place des policiers, des agents de ce Les grandes département? gueules. C'est depuis la base, en fait. Le monsieur est venu À plein commencer de par le volonté. citoyen lambda. Vous l'avez dit, il est venu plein de volonté. Non, mais les policiers, ils viennent de nous. Je l'ai toujours dit. L'armée vient de nous. Ne nous attendons pas de l'exemplarité, parfois à un certain niveau. Quand à la base, dans les familles, ça ne va pas. Même si je suis d'accord avec vous sur un point, il appartient à l'État, quand il recrute, d'être rigoureux dans les recrutements et d'appliquer tous les principes qu'il faudra justement pour, pas seulement pour former, mais je dis aussi pour éduquer. Très bien. Parce que pour moi, les gens qui portent des insignes de l'État doivent être des gens qui représentent avant tout notre pays. Très bien. Mais le ministère, ce ministère en ce moment, peut-être que la solution, on a pensé, on a tout essayé. On allait chercher des gens qui n'avaient rien à voir avec ce département, pensant peut-être qu'eux n'auraient pas eu comment on appelle ça, d'acquaintance. Est-ce qu'on les nommait vraiment pour le management? Mais voilà ce que je dis. Quand vous demandez Damantan, Damantan est venu avec pour seule idée de démanteler le FNDC, de démanteler l'opposition, d'utiliser les caméras de surveillance pour aller traquer des manifestants. Il a mis plus d'énergie dans ces questions-là que dans les autres dont nous sommes en train de parler. Ce qu'il faut commencer par faire, Djadia, tu auras ton avis tout à l'heure. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est donner à l'ONI la possibilité de faire son travail. On a créé un office pour ça. Absolument. De saisir la sécurité de cette question de l'identité. Partout au monde, il y a une entité qui gère cette question d'identification. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut simplement qu'on sépare ça de la sécurité et après on verra à Moussa Hiro. Comment on va le faire si les contrats sont attribués déjà à d'autres entreprises qui ne sont même pas de la Guinée? Non. Et ces contrats-là Non, sont le contrat c'est avec l'État. Le Tu n'as contrat pas c'est avec compris, c'est l'État, pas c'est pas pareil. avec la sécurité. C'est pas pareil. C'est Tu avec n'as pas l'État. compris. C'est pas pareil. Voilà, allez, C'est pas pareil. rapidement. Ça, c'est la production du carnet. L'autre problématique que nous avons au niveau de la DCPAF, c'est... Je pense qu'il faut faire une grosse campagne de sensibilisation auprès de nos citoyens par rapport au changement d'identité. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui acceptent, je ne sais pas en vertu de quoi, peut-être par ignorance, de faire un passeport au nom d'une autre personne. Et puis, quelques années plus tard, ces personnes réalisent qu'elles ont besoin de revenir à leur véritable identité. Et ça, c'est un problème. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Vous avez par exemple des gens qui partent, qui voyagent, qui se retrouvent de l'autre côté, qui jettent carrément leur passeport, qui prennent une nouvelle identité. Très bien. Après, ils veulent revenir. Je pense que c'est un véritable casse-tête.
c'est ce qui nous ramène beaucoup plus sur ces cas d'écrasement. Et je pense que pour pallier à ça, il faut sensibiliser les citoyens, leur montrer l'importance de préserver son identité, de garder son nom, son prénom, ne jamais changer, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. C'est très vaste. Et il faut de la sensibilisation auprès des populations aussi. Ne jamais accepter de changer son nom parce que tôt ou tard, cela vous rattrapera. Et quand vous reviendrez, vous avez déjà vos empreintes là. Pour les changer, c'est un problème. Il faut forcément passer à l'écrasement. Et je pense qu'on demande des millions aux gens pour faire cela. Mais je pense qu'il faut également sensibiliser les gens. Leur dire de ne jamais accepter quelque chose. Mais les gens le font, surtout quand ils voyagent. Et il y en a beaucoup qui ne peuvent même plus récupérer leur famille, ne peuvent plus faire de regroupement familial. Et ça, c'est compliqué. Il faut de la sensibilisation pour ça. Ils ne voulaient pas être retournés. Maintenant, leur situation a été régularisée. L'épouse est là ou les épouses sont là avec des enfants, mais ils ne peuvent même plus faire de regroupement familial. Justement parce qu'ils ont changé d'identité. Justement parce qu'ils l'ont fait. Très bien. Et pendant ce temps, les directions de communication au sein des départements pensent que leur travail, c'est faire les photos du ministre. Et les mettre sur leur page Facebook. Les mettre sur les pages Facebook. Alors qu'il y a tellement de choses à pouvoir faire. Telle que cette campagne de sensibilisation qu'on pourrait faire. En effet. Beaucoup d'autres. On va donc s'arrêter ici pour cette première partie de l'émission. Nous vous l'avons annoncé, un débat digne d'une salle de faculté ce matin en économie. Pas mal de questions qui sont relevées. D'abord, la notion d'indépendance de la Banque centrale, on va l'éplucher. On viendra à la planche à billets, on abordera la question de la volatilité du franc guinéen. Bon, même s'il y a une relative stabilité avec le conflit russo-ukrainien. Et puis le financement de la production nationale. On aborde toutes ces questions-là avec des spécialistes de Trump. Ils sont déjà dans nos locaux. CG sera avec nous dans l'ouverture de la deuxième partie. Restez avec nous. Merci. C'est dans seulement 10 minutes.